ce que nous allons voir sur la psychanalyse, c'est une définition globale de la psychanalyse. Ensuite, on va parler des concepts fondamentaux de la psychanalyse. Après, on va parler du fonctionnement en pratique, c'est-à-dire globalement une séance de psychanalyse ou bien les séances de psychanalyse, comment se déroulent. Et en dernier, on va parler des croisements avec le coaching et certaines thérapies pour clôturer avec les points forts et les limites de la psychanalyse. Donc, pour la définition, qu'est-ce que la psychanalyse? La psychanalyse se définit sur 3 axes essentiels qui sont 1, une méthode d'exploration de l'inconscient. 2, c'est une théorie du psychisme. Et 3, c'est une pratique thérapeutique, donc fondée à la fin du 19e siècle, voire le début du 20e siècle par Sigmund Freud, et dont l'idée centrale est nos pensées, nos émotions et nos comportements sont influencés par des désirs inconscients. Donc, sur les concepts, ou bien l'un des premiers concepts fondamentaux de la psychanalyse, c'est la structure du psychisme. Et donc, selon la psychanalyse, notre psychisme est composé de 3 instances qui sont le ça, le moi et le surmoi. C'est juste en se penchant sur la composition du psychisme que j'ai su que c'est en changeant de courant qu'on change la composition du psychisme. Moi, je pensais que le psychisme, en général, il n'est composé que de ces 3 instances. Alors que, par exemple, quand on part juste pour vous donner un peu le comparatif, selon la psychanalyse, le ça, le moi et le soi, mais quand on parle, par exemple, courant comportementaliste ou bien le behaviorisme, de John B. Watson, c'est le psychisme n'est pas structuré en instances internes. Il est plutôt expliqué par les comportements observables qui sont façonnés par l'environnement. On va dire le principe du stimulus-réponse. Quand on part, par exemple, vers le courant du cognitivisme de Rick Neisser, le psychisme est vu comme un système de traitement de l'information. Donc, il est composé de 4 blocs qui sont la perception, la mémoire, l'attention et le raisonnement. Encore un 3e exemple qui est la psychologie analytique de Carl Gustav Jung. Le psychisme comprend le conscient, l'inconscient personnel, et là, il introduit l'inconscient collectif. Entre parenthèses, sur l'inconscient collectif, c'est un contenu qui ne vient pas de notre expérience personnelle, mais qui est hérité et partagé par toute l'humanité, c'est-à-dire un réservoir psychique universel qui influence les rêves, les symboles et les réactions. Donc ça, c'est juste pour vous permettre de vous positionner que la composition du psychisme, selon la psychanalyse, c'est le ça, le moi et le surmoi, mais il n'y a pas que ça qui existe. C'est en changeant le courant, en passant de la psychanalyse vers le behaviorisme, ou bien vers le cognitivisme, ou bien vers la psychologie analytique, on change aussi carrément et totalement de théorie par rapport à la composition du psychisme. Donc, pour mieux comprendre, là, puisqu'on est sur la psychanalyse, pour mieux comprendre cette composition, on va l'illustrer selon l'exemple très connu de l'iceberg. Donc, le conscient, c'est la partie apparente, c'est ce qui apparaît et ce qui représente notre moi, c'est-à-dire nos moyens de régler nos pulsions. Le préconscient qui est constitué par le surmoi, donc c'est les interdits parentaux, les contextes sociaux et les règles. Et il y a l'inconscient représenté par le ça, là où il y a les pulsions et les désirs, et plus précisément les désirs refoulés et les souvenirs très enfouis. Là, juste une petite réflexion. Est-ce que quelqu'un a une idée sur la différence entre le préconscient et l'inconscient? Là, juste, vous pouvez improviser, c'est-à-dire vous n'êtes pas censé connaître voilà, la réponse exacte de la différence, mais juste en voyant cette illustration, vous voyez que le préconscient,
il est presque sur la surface, alors que l'inconscient, il est vraiment enfoui, voilà, sur le fond. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut improviser juste sur la différence entre le préconscient et l'inconscient? Est-ce qu'on peut dire que le Je, préconscient ou le ressenti, des fois des moments que j'ai un ressenti, soit on le bloque parce que le conscient est plus fort que l'inconscient, Hmm. ou bien il n'est pas en cohérence avec le conscient. En quelque sorte, oui. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Ou bien quelqu'un d'autre Oui, qui veut intervenir? oui, Mslil, je rejoins Madame Sharifa. Donc, Hmm. c'est l'intuition, peut-être, non? Alors, ça aussi, et plus précisément, pour vous donner une réponse encore plus pointue, ce que vous dites est correct et logique aussi, mais plus précisément, le préconscient, c'est un contenu non présent à l'esprit, mais facilement accessible à la conscience, c'est-à-dire des souvenirs qu'on peut se rappeler. Alors que l'inconscient, c'est un contenu inaccessible directement, à moins que ça soit de l'hypnose ou une autre technique, par exemple. Mais c'est un contenu qui est vraiment très enfoui dans le passé, est souvent refoulé et qui influence le comportement sans qu'on ait conscience. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, vous êtes conscient, par exemple, que les souvenirs ou bien la mémoire, ce que j'ai vécu durant l'âge de 10 ans, par exemple, je peux m'en souvenir à l'âge de 15 ans. À l'âge de 20 ans, je peux me souvenir de ce qui s'est passé à l'âge de 12 ans. Mais à l'âge de 50 ans, je ne peux pas me souvenir de ce qui s'est passé à 3 ans, 4 ans, par exemple. Donc, c'est là où réside la différence entre le préconscient et l'inconscient. Le préconscient, c'est quelque chose qui est rapproché en termes de souvenirs. Je peux m'en rappeler, mais l'inconscient, c'est quelque chose qui est vraiment très enfoui dans le passé et dont je ne peux pas m'en rappeler. Mais le problème, c'est que ça influence mon comportement sans que j'en ai conscience. Donc, c'est ça la différence. Merci pour vos excusez-moi, interventions, mesdames. Oui, je peux juste rajouter un petit détail qui me venait à l'esprit d'Abanit. oui, Alors, je pense, ben, c'est un avis personnel, je pense que le préconscient, quand on est à bord, c'est-à-dire à bord de l'iceberg, on peut voir ce qu'il y a au-dessus. Rire le peu qui flotte sous l'eau, oui, mais on ne peut exact, pas voir tout le reste, tout l'iceberg. Je pense que c'est ça. exactement, On peut se rappeler à court terme. exactement. Très belle Merci. métaphore, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, من l'iceberg, je peux voir un peu la profondeur, واحد شوية في la surface, on va dire métaphoriquement, واحد 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de profondeur, si je me concentre un peu là-dessus. ولكن je ne peux pas voir ce qu'il y a dans 20 mètres de profondeur et 100 mètres de profondeur. Donc, c'est exactement ça si on fait la projection sur les souvenirs. Ok, parfait, merci mesdames. Merci à Deuxième vous. concept. Le deuxième concept, c'est le concept du refoulement. Donc, c'est un mécanisme de défense inconscient, là où je rejette mes pulsions, mes désirs et mes souvenirs hors de ma conscience pour éviter l'angoisse et le malaise, parce que je les juge comme étant inacceptables. Donc, ça aussi, c'est un concept qui fait partie des concepts fondamentaux de la psychanalyse. Le troisième, le plus connu, c'est le complexe d'Oedipe. Donc, le complexe d'Oedipe, c'est à l'âge entre 3 et 6 ans. L'enfant, il est follement amoureux de sa mère, mais il aime son père, mais parallèlement, il le craint, parce que pour lui, c'est le symbole de l'autorité et papa est le plus fort. Donc, en quelque sorte, il ne peut pas passer à l'agressivité pour se contenter à 100% de sa maman, parce qu'il risque il se dit que je vais peut-être être puni par mon papa, ou là il va me détester, ou là il va plus m'aimer. Donc c'est là où il se retrouve dans un conflit affectif. Donc j'aime ma mère, mais je ne peux pas me débarrasser de mon rival qui est papa. Et donc, du coup, là, on sort avec deux sortes d'interdits. L'interdit du meurtre, là, on le représente comme caricature, là, ici, interdit du meurtre, parce qu'il ne peut pas se débarrasser de son père.
Et donc, il passe par le principe de l'identification. Et le deuxième, c'est l'interdit de l'inceste, c'est-à-dire il ne peut pas coucher avec sa mère, mais et donc il va chercher d'autres objets d'amour à l'extérieur, parce que on va dire que il s'identifie comme au moment où je vais grandir, je vais être comme papa et je vais pouvoir épouser ma mère. Donc, c'est ça la définition qu'il se donne. Donc, mais à la fin du complexe d'Oedipe, ou bien la finalité du complexe d'Oedipe, on va dire, arriver à sa fin, c'est l'acceptation de la réalité sexuelle de l'enfant au sein de la famille. Troisième concept. Ça, en fait, c'est un concept qui j'ai pris juste vraiment l'essentiel de façon vraiment très superficielle, mais Hada, à lui seul, il peut faire un thème de recherche, c'est-à-dire le concept du transfert et le contre-transfert dans on va dire la théorie de la psychanalyse. Parce que le transfert, c'est le patient, il projette ses émotions et ses conflits liés à des figures parentales sur le psychanalyste. Et le psychanalyste, de son tour, lui aussi, il ressent des émotions. Et là, j'ouvre une parenthèse, parce que notre moi, notre expérience, ce qui est souhaitable, c'est que on essaie un peu de court-circuiter nos émotions et de rester dans l'observation et dans les détails quand on est face à un patient, par exemple, un coaché ou là, une personne qu'on accompagne avec une thérapie. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dépourvu d'émotions. Ça veut dire juste qu'on est en train de les bloquer un peu, de faire un filtre, de façon à ce qu'on soit plus professionnel, qu'on soit plus dans l'empathie, mais pas pour autant d'être vraiment submergé par les émotions et la problématique annoncée par le coaché ou par la personne qu'on accompagne. Et donc, du coup, le principe de transfert et de contre-transfert, lui aussi, c'est un concept fondamental de la psychanalyse. Mais il y a vraiment beaucoup d'informations à fouiner, à creuser sur le concept. Dans la pratique, ou bien le fonctionnement d'une séance de psychanalyse, ou bien les séances de psychanalyse en général. Donc, on va parler du cadre qui fait que les séances sont une fois par semaine, voire à fréquence bimensuelle, c'est-à-dire une fois chaque 2 semaines, par la méthode de l'association libre. La méthode de l'association libre, c'est d'inviter le patient à exprimer toutes ses pensées, les images, ses souvenirs, sans trier, sans censure, ni retenue, même si cela semble insignifiant ou absurde, juste pour, on va dire, avoir cette relation de confiance, de liberté, de rassurance et de flux, là où il n'y a pas de filtre entre la personne qu'on accompagne et la personne accompagnateur. Donc, c'est exactement le même principe qu'on a sur le coaching et sur la psychothérapie. Et donc là, dans le monde de la psychanalyse, on l'appelle méthode de l'association libre. Mais c'est exactement la même chose. Donc, le deuxième point, c'est le rôle du psychanalyste. Donc, c'est une écoute attentive et active, pas de conseils, mais juste de l'analyse et de l'interprétation. Et on passe au troisième principe qui est... Oh là là, non. Non. 2 secondes. On passe au troisième principe qui est le temps, parce que les séances de psychanalyse, c'est des séances qui peuvent durer des mois, si ce n'est pas des années. Le plus souvent, c'est des années. Pour la simple raison qu'ils sont conscients que l'inconscient, il résiste au changement et il résiste aux nouvelles idées et aux nouveaux comportements.
Donc là, on va passer à quelques croisements. Le croisement, dans un premier temps, le croisement de la psychanalyse et le coaching. Donc, qu'est-ce que la psychanalyse apporte au coaching? Donc, c'est la compréhension des résistances au changement, une lecture des mécanismes inconscients et puis une analyse des répétitions comportementales. Les outils transférables, c'est l'écoute active approfondie, le principe du questionnement et la lecture des non-dits. Deuxième croisement qu'on a, c'est avec la TCC et la CT. Donc, tandis que la TCC est centrée sur les pensées et les comportements, la psychanalyse, elle est centrée sur les causes profondes, c'est-à-dire les causes profondes qui aboutissent à avoir les pensées ou les comportements. Donc, quand on parle de principes, de valeurs, de croyances limitantes, etc., les pensées les comportements, ils ont des causes profondes qu'on cherche avec les outils de la psychanalyse. Mais la complémentarité, c'est que la psychanalyse, elle est focus sur le pourquoi, alors que la TCC, c'est le comment changer. De même, pour la thérapie de l'acceptation et d'engagement, donc, comme elle est centrée sur l'acceptation et l'engagement ici, entre parenthèses, il représente aussi une sorte d'action. La psychanalyse, elle explore les conflits internes. Et donc, la synergie qu'on peut trouver entre la psychanalyse et la thérapie de l'acceptation et de l'engagement, c'est que la psychanalyse, elle identifie les schémas inconscients, alors que l'ACT, elle développe une flexibilité psychologique du moment où on identifie ces schémas inconscients. Le croisement de la psychanalyse et de l'analyse transactionnelle. Là, je souligne une parenthèse très importante, c'est que Eric Berne, sur l'analyse transactionnelle, son point de départ, c'était les études et les prouesses annoncées par Freud. Mais là où il y a eu, on va dire, pas une rupture, mais une sorte de critique, c'est que la psychanalyse, elle explore l'inconscient, mais elle considère que les conflits psychiques profonds influencent durablement l'individu et, en quelque sorte, la transformation, elle est très difficile et elle demande beaucoup de temps. Alors que sur l'analyse transactionnelle, qui analyse, on va dire, les transactions humaines à partir des états du moi, elle vise un changement concret du comportement et elle le simplifie du moment où, quand on a conscience de soi, on est responsable de son évolution et de son changement. Pour illustrer rapidement, on va dire, la différence entre le changement opéré par la psychanalyse et le changement qui peut être opéré par l'analyse transactionnelle, le changement opéré par la psychanalyse, on va dire qu'il durait beaucoup de temps et donc du coup, il touche un peu au pessimisme, alors que le changement opéré par l'analyse transactionnelle, c'est un changement qui peut être plus rapide et il touche plutôt à l'optimisme que le pessimisme. Et donc, au final, les points forts et les limites. Donc, les points forts de la psychanalyse, c'est une compréhension assez profonde de l'inconscient. C'est une approche structurante de la personnalité, une analyse des mécanismes de défense et une puissance explicative des comportements répétitifs, alors que ces limites, c'est une difficulté de validation scientifique, parce que même en analysant vers le sens le plus profond, on n'a pas la certitude totale que l'explication qu'on va donner ou bien l'interprétation, là c'est le dernier point, c'est le risque d'interprétation subjective, je fais juste la liaison, c'est que l'interprétation qu'on va donner, elle n'est pas vraiment voilà, scientifiquement prouvée à 100%. Deuxième point, c'est le processus qui est vraiment très long et coûteux et qui risque d'avoir beaucoup d'interruptions si ce n'est pas une démotivation de la personne accompagnée.
Et puis, il est moins orienté vers l'action immédiate du moment où on ne cherchera à prescrire des actions que quand on va partir vers le sens ou bien le point le plus profond de l'analyse. Et là aussi, parfois, ou bien la plupart des temps, on se perd. C'est-à-dire, on ne se retrouve plus sur les différentes analyses qu'on fait pour accompagner ces personnes selon la méthode de la psychanalyse. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour moi. Et donc là, ouvert à vos questions et à vos réflexions. Merci beaucoup, Abdi. Merci beaucoup, Intéressant. Jalil. Allah Merci beaucoup, Abdi. Merci beaucoup.